Je laisse maintenant la place à Roger Martin qui animera cette soirée. Et si je connais son aversion pour le franglais, je me permets de conclure en citant Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. PCF is back. Il va falloir compter avec nous. Bien alors on va continuer très vite parce qu'il faut qu'il y ait du rythme et qu'on ne vous lasse pas. Je vais commencer par donner la parole à Mina, donc Mina Idir, qui est notre secrétaire départementale, du PCF bien sûr. Je rappelle aux intervenants qu'ils ont entre 3 et 5 minutes, pas plus, et qu'on sera impitoyable. Mina, c'est à toi. On va essayer de tenir les temps. Bonsoir à toutes et à tous, camarades, amis, sympathisantes, sympathisants, pour cette réunion publique, pour ce meeting, encore une fois pour taquiner Roger. Et c'est vrai que nous sommes très honorés de recevoir Marie-Hélène. Dans le département, ça fait quelques semaines que nous menons campagne et nous avons reçu des candidates et des candidats d'une grande valeur, d'une grande force et d'une grande humanité. Et c'est ça la beauté de notre liste. Ce sont nous, les humains, mais ce sont aussi vous, les militants. Et j'aimerais vous remercier ce soir parce que, en tant que secrétaire départementale, je suis toujours honorée et heureuse de voir les militants s'engager dans cette bataille que nous devons mener jusqu'au 26 mai. Je suis très heureuse aussi ce soir d'être là parmi vous pour une autre raison, c'est que, comme a dit Bruce, il nous croyait morts et enterrés, et un dernier sondage est tombé aujourd'hui, et nous sommes annoncés à 4%. Et ça, c'est une nouvelle qui devrait et qui doit nous donner la force nécessaire pour tenir encore une semaine et demie, parce que si nous n'allons pas chercher nos voix, elles ne tomberont pas comme ça. Et ce travail militant, vous savez le faire. Le travail des sympathisants est aussi important et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour vous parler de cette liste. Sur cette liste, il y a 30% des candidats qui ne font pas partie du Parti communiste. Parce que le rassemblement, c'est notre ADN et qu'on se battra toujours pour rassembler la gauche, malgré ce que certaines et certains veulent nous faire porter sur les épaules. Notre grande fierté dans cette liste, c'est 50% d'ouvriers et d'employés. Et ça aussi, c'est révélateur de ce que nous sommes et de notre ligne. Et j'aimerais terminer aussi en vous disant une chose. Ils ne veulent pas de nous dans les médias. Et il faut continuer le combat pour que Yann participe à ce débat. Souvenez-vous du combat qu'on a mené et du passage qu'il a fait, qui a permis aujourd'hui de révéler Yann, mais pas que. On discutait avec Marie-Hélène dans la voiture. Tous les candidats et toutes les candidates mouillent la chemise. Et jour et nuit, nous travaillons et nous œuvrons pour faire entrer 4 députés communistes. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens juste d'être présenté, donc il y a Alain, secrétaire général de l'Union locale CGT de L'Isle-sur-la-Sorgue. Je me suis syndiqué à la CGT dans les années 2000-2001. Cela fait maintenant 18-19 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Conseiller du salarié depuis 2003. Délégué du personnel depuis les années 2000-2001. Délégué cantonal MSA de la mutualité sociale agricole. Mes différents mandats militants auprès de la CGT m'ont appris à me battre régulièrement contre ce monde capitaliste qui est la recherche aveugle du profit, qui réduit le travailleur à un simple facteur de production, sans la moindre considération pour son humanité propre, avec ses conséquences directes, chômage et stigmatisation des chômeurs, casse de notre système de santé, etc., pour ne citer que cela. Alors je suis convaincu que la CGT a son rôle à jouer. Durant ce parcours, j'ai pu croiser différentes personnes, déjà adhérentes au PCF, sans pour autant songer à adhérer, bien que pourtant j'avais les mêmes idées. En 2017, si je me souviens bien, j'ai rencontré une personne qui est devenue le trésorier d'UL, Xavier Guédon, pour ne pas le citer. Quand nous avons plus le temps à l'UL d'organiser des tractages pour les différents combats qu'on mène, le PCF était tout simplement là, présent pour la même cause. J'ai ensuite été invité, il y a très peu de temps maintenant, je dirais environ un an, à une journée fraternelle organisée par le PCF.
Cette journée m'a fait prendre pleinement conscience de notre combat était le même. Même, mais mené différemment. À la CGT, nous ne sommes pas un parti politique. Nous agissons en nous appuyant sur des lois. Propositions de loi et lois plus bénéfiques nous permettent de mieux agir sur le terrain. La transition est maintenant faite et je suis depuis quelques mois un adhérent PCF. Je dirais environ 4-5 mois. Pour finir, je dirais, syndiquez-vous CGT, adhérez au PCF et surtout n'oubliez pas le 26 mai, votez la liste PCF conduite par Yann Brossard et parlez-en autour de vous. Il y a 2 mois, à l'appel de leur syndicat CGT, les travailleuses et les travailleurs de chez Florette ont signifié tout au long d'une grève d'1 semaine qu'on ne leur raconterait plus de salade. Aujourd'hui, Aziz, qui a mené avec d'autres ce combat, est parmi nous et je lui donne la parole. Bon, pour une fois, je change. Bonjour la famille au lieu des camarades. Donc, je tiens, moi aussi, je tiens à souhaiter la bienvenue à notre deuxième liste PCF. Et j'espère, et pour la première fois, on aura une ouvrière aux élections européennes. C'est un honneur pour tous les travailleurs. Bon, j'ai pas trop avec... j'ai bien parlé comme ça. Bon, voilà. Je vais être un peu bref. Chez nous, à l'Essorsoc, donc on a eu dernièrement des grèves suite à des négociations qui n'étaient pas à la hauteur et que malheureusement, comme d'hab, la CFDT et la CFTC, donc ils l'ont signé. Nous n'étions pas d'accord, donc la conséquence, c'est que bon, le 28 mars de bonne heure, nous étions en grève et que pendant 1 semaine, les salariés ils étaient solidaires derrière le syndicat et les syndiqués et qu'on a, depuis ce jour-là, donc j'appelle tous les sympathisants, que ce soit CGTistes ou bien les sympathisants, ou bien les PCF, parce que bon, il y avait pas mal de monde avec nous, franchement, nous étions comme une famille. C'est pour ça que j'appelle tout le monde ma famille maintenant. Ma famille, c'est la CGT, et ma famille, c'est le PCF. Donc, le 28 mars, donc, on est rentré dans une grève pendant 1 semaine, et que bon, normalement, ça devrait se prolonger. Le 7e jour, donc, la grande élection, ils étaient dans l'obligation de descendre sur le terrain et négocier avec nous. Bon, le résultat, donc, n'était pas des résultats pour nous, parce qu'on demandait beaucoup. Bon, mais par contre, on a réussi à avoir beaucoup de choses, donc les primes de sécurité, des augmentations des niveaux, des échelons pour tous les salariés, le droit à la formation, 2 types de primes de sécurité et une prime exceptionnelle au mois de mai. Donc, ils nous ont donné ça, mais en pleurant. C'est ce qui m'a fait plaisir. Donc, le dernier jour, ça fait presque 1 semaine, j'étais dans une comité de groupe et c'est pour ça que je veux insister aujourd'hui, parce que la grève, donc on a fait une grève, donc c'est pas encore fini, donc on présente, etc. Donc, mais moi, j'aimerais bien intervenir aujourd'hui, le fait que bon, on a des candidats pour les élections européennes. La semaine dernière, j'étais au comité de groupe. On a assisté à une réunion de comité de groupe, donc agrégation, donc il y a le groupe, il y a les branches, il y a les différentes entreprises. Donc, ce que j'ai entendu, ça m'a fait mal. Pourquoi? Le grand directeur il nous a dit que, moi je lui ai posé une question concernant le fonds de groupe. Normalement, chaque groupe de coopérative, donc on a un fonds de groupe où on met, chaque année, on met un peu d'argent pour prévenir l'avenir ou quoi. Et j'ai dit, nous, par exemple, à l'Essorsoc, donc c'est pas seulement à l'Essorsoc, de partout où il y avait la grève, donc on avait vraiment à traverser une période qui était difficile. Pourquoi n'utilise pas ce fonds-là pour au moins ne pas laisser les entreprises qui se trouvent dans des difficultés aller vers le mur? Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'avait dit que ce fonds, on l'avait, c'est vrai, mais on a préféré acheter une entreprise en Angleterre.
Seuls ceux qui ne se battent pas dans le Vaucluse ne le connaissent pas. Il est responsable de Sud PTT, il est de toutes les luttes pour la défense du service public et de la Poste en particulier. Et pourquoi ne pas le dire? Les communistes de notre section, qui n'ont jamais fait appel à lui en vain, l'apprécient énormément. Bruno, tu as la parole. Merci, bonsoir. Je voulais remercier déjà le PCF, la section de Velleron de m'avoir invité ce soir. Alors c'est vrai qu'on a des rapports un peu privilégiés avec Roger et la section du coin, puisqu'on a... Roger, moi je l'ai connu au collège à l'époque où siégeait au conseil d'administration, où on a eu parfois des coups de gueule les uns et les autres, on a surtout eu des convergences à un moment donné, on s'est souvent retrouvés. Et puis moi le Parti communiste de Vaucluse m'a fait confiance à de nombreuses reprises, m'a sollicité sur les dernières élections départementales, même si ça n'a pas pu se faire, alors que je ne suis pas du tout encarté au Parti communiste. Donc, on a des rapports avec, j'ai des rapports avec le Parti communiste d'intérêt, les gens que je retrouve à mes côtés quand on est à la défense d'un service public postal, eh ben, les communistes d'ici, du département, Mina et d'autres, Fabienne pour ne pas la citer, je les retrouve à nos côtés. Donc moi j'ai été honoré de cette invitation. Donc je vais essayer de vous faire un portrait assez rapide de la situation des services publics et de faire peut-être un lien avec les élections européennes, parce qu'on pourrait penser que le service public français, public postal, puisque c'est celui-là que je défends moi, français, n'a rien à voir avec l'Union européenne, et on se trompe bien sûr évidemment, puisque vous savez qu'en Europe on ne parle pas de service public, mais de service d'intérêt général. Le simple fait de changer le nom, et c'est le traité de Lisbonne qui a fait changer ce nom-là, nous font penser que forcément il n'y a pas les mêmes intérêts derrière, en tout cas pas le même service qui serait donné. Si on cite les pays qui ont été cités très très longtemps par les libéraux, la plupart du temps, on nous citait l'Europe du Nord comme étant un modèle qu'il fallait suivre, on nous citait l'Angleterre comme étant un modèle. Bon, depuis quelques temps, on ne cite plus trop. Si on prend l'exemple, par exemple, du rail en Angleterre, la population a tout fait pour que ça redevienne dans le giron du service public. Donc, les services publics, il faut qu'au sein de la Commission européenne et du Parlement, il y ait des élus qui fassent en sorte que ce ne soit pas simplement les libéraux qui décident ce que c'est qu'un service public ou ce que n'est pas un service public, ce qui doit être rentable ou ne pas être rentable. Il faut qu'il y ait des élus au Parlement pour pouvoir agir. Alors, la situation dans notre département sur le service public postal et plus largement les PTT, puisqu'on est le vieux conservateur dans mon syndicat, on s'appelle encore PTT. Juste une petite illustration de ce que c'est que le service public des télécommunications, par exemple. Ça se limite à avoir une ligne téléphonique, pas un portable, une ligne téléphonique. On comprendrait bien que c'est quelque peu limité en termes de service public à la personne. Et puis pour ce qui est du service public postal, lui, il se résume à 4 grandes lignes. L'accessibilité bancaire, mais je vais y revenir. L'aménagement du territoire, l'aide à la distribution de la presse, il y a les frais de transport qui sont pris en charge, et puis la distribution 6 jours sur 7 de vos courriers et colis. Et bien tout ça, vous vous en doutez bien, c'est remis en cause. Et si je suis souvent aux côtés des communistes, et encore dernièrement à Mimosa, c'est que la Poste et l'État veut faire en sorte que les bureaux de poste ferment. Les copains et camarades ont affiché là leur affiche pour le bureau de Châteauneuf-de-Gadagne. On a mené une longue bataille, elle n'est pas terminée. En tout cas, si cette bataille n'avait pas existé, je peux vous assurer que le bureau de Châteauneuf-de-Gadagne aurait été fermé depuis un long moment, et que si le bureau de service d'Avignon-Saint-Ruf n'est pas fermé, c'est parce qu'il y a eu une résistance citoyenne, politique, associative, syndicale, qui ont permis que ces services-là et ces bureaux de poste-là ne ferment pas. Donc il me paraît important à moi qu'il y ait des élus qui nous représentent. Ces élus-là qui ne sont pas, enfin en tout cas ceux que je connais moi, c'est des élus qui certes ont siégé là où ils sont élus, et c'est encore heureux, mais c'est aussi des élus qu'on va retrouver dans la c'est aussi des élus qu'on va retrouver dans les c'est aussi des élus qu'on va retrouver dans les manifs,
Et je veux dire que les camarades du PC, ils sont toujours là, et je pense qu'ils continueront à l'être. Et pour nous, c'est important que ce ne soit pas simplement des élus coupés d'une réalité quotidienne, et pour la Poste, ça nous paraît important, mais que ce soit des gens qui soient à nos côtés, quotidiennement, qu'on soit fréquemment en lien avec eux, pour qu'on défende ensemble ce que c'est pour nous que le service public il doit être amélioré, bien amélioré. Je parle là de la Poste, on pourrait parler d'autres services publics qui sont attaqués, que ce soit par ce gouvernement-là, comme d'autres, puisque la privatisation de la Poste, je tiens à rappeler, c'est le gouvernement Rocard qui l'a privatisée. Donc voilà, je soutiens cette liste-là, et j'appellerai, moi, personnellement, à ce qu'on puisse voter pour la liste du PCF. Merci. On s'était battu à l'époque, et c'est un moment où moi j'ai construit beaucoup de conscience politique à ce moment-là, syndicale et politique en même temps, et où j'ai compris que déjà le service public allait être très compliqué à défendre dans une société capitaliste, où j'ai compris les enjeux financiers qu'il y avait derrière, et des enjeux qui ne se situaient plus au niveau national, mais au niveau européen, voire international. Donc mon propos est vraiment important par rapport à ces élections européennes où on aura la possibilité d'envoyer peut-être 4 députés au Parlement qui pourront défendre réellement les services publics, dont celui de l'éducation nationale. Alors de manière très concrète, en ce moment, c'est la loi Blanquer qui est discutée au Sénat, la loi qui est dite pour l'école de la confiance. Quelle ironie, quand on voit tous les décrets qui vont passer derrière. Donc la confiance dans les professeurs des écoles, dans les professionnels, ça veut dire plus de pression sur eux, ça veut dire plus de droits à critiquer, de droits qu'on a, hein, parce qu'on a un droit de réserve, mais on a quand même le droit de manifester, de donner notre avis. Encore heureux, on est sur le terrain, on est les professionnels de l'éducation nationale. Donc si nous, on ne peut pas dire ce qu'on en pense, c'est les technocrates là-haut qui vont le dire et qui vont se retrouver complètement décalés par rapport aux attentes et aux enjeux. Donc dans la loi Blanquer, il y a ça, il y a la création des EP, alors excusez-moi, établissements publics des savoirs fondamentaux. Moi avant je disais école, hein, mais maintenant on va dire comme ça, hein, EPSF, voilà. Donc ils vont être des macro-collèges, écoles réunis. Derrière, ce qui est sous-tendu, c'est la fermeture de classes, dans les milieux ruraux notamment. Donc c'est en parallèle avec la problématique de la Poste, hein, où on ferme aussi dans les milieux ruraux. Voilà. Et ce qui est sous-tendu aussi derrière, c'est la disparition des directeurs d'école. Donc les écoles seront gérées depuis les collèges. Donc il y a ça. Il y a le cadeau qui est fait aux écoles maternelles privées. Puisque l'école est devenue obligatoire maintenant à partir de 3 ans, ça veut dire que les communes sont obligées de financer les écoles maternelles privées. Donc c'est un cadeau, un cadeau financier qui sera perdu pour l'école publique. Là-dedans, il y a aussi la création, alors je relis mes notes, hein, EPLEI, école publique, je ne sais plus, mais bon, des écoles, des établissements internationaux pour les classes favorisées. Donc voilà, cette réforme, c'est de l'inégalité, et c'est surtout, là où il y a une grande inquiétude, une violence institutionnelle qui est faite envers les enfants. Parce que les besoins de l'école maintenant, c'est des classes qui sont surchargées, qui sont à 30 élèves, malgré ce qu'on dit, les CP à 12, etc. En réalité, les autres classes, elles sont surchargées, il n'y a plus de remplaçants, donc ça veut dire qu'on ne peut plus être malade, et les instituts sont malades comme tout le monde. Et quand ils ne sont pas remplacés, ça veut dire qu'on les renvoie vers leur famille en leur disant est-ce que vous pouvez les garder. Là, on est en deçà de tout, puisque un service public, ça veut dire accueillir tous les enfants, avoir une équipe de remplaçants qui n'existe plus depuis des années. Donc ce qu'on a besoin, nous, pour l'école, c'est moins d'élèves par classe sur tous les niveaux. Pour ça, il faut des moyens pour que ce soit une école humaine, réellement, parce qu'on est dans de la violence institutionnelle. Alors, je disais que j'allais être très concrète. Dans ma classe, j'ai démarré l'année dernière, j'avais 31 élèves en maternelle, 4 et 5 ans. Ça veut dire que quand on veut faire une séance d'apprentissage, des groupes d'ateliers, ils doivent être normalement 6 ou 7 si on veut mener à bien une séance d'apprentissage et faire passer tous les élèves. Du coup, il fallait que je fasse 5 groupes, et ben à la fin de la semaine, je n'avais pas pu faire passer tout le monde. Voilà. Concrètement, on n'a plus le temps pour les élèves. Ça veut dire que dans des classes où il faut être près d'eux sur l'apprentissage de la lecture, on ne peut plus vérifier, aider les élèves. C'est plus possible.
Donc en fait, on est en train de détruire petit à petit notre métier, notre profession, et on nous empêche de le faire. Alors, du côté des professionnels, ça veut dire empêcher de faire notre métier, et du côté des enfants, ça veut dire violence institutionnelle, parce que c'est des enfants qui sont en situation d'échec, mais pas de leur fait, du fait qu'on ne met pas les moyens pour les aider. Voilà. Donc, je finis là, parce qu'on me félicite derrière, et voilà. Donc tu vas voter pour la liste de... Bien sûr, ça tout de suite. Je vote sur la liste. On a une invitée surprise, ce n'était pas prévu, en tout cas moi je ne le savais pas. Elle est là, elle est sur notre liste, elle travaille à Bolène, elle est dans l'énergie et à la CGT, ce qui est aussi énergique je crois. Virginie Neumeyer, c'est ça? Bonjour à tous, donc, je suis très honorée de quasiment terminer cette campagne donc, dans mon département, là où je habite, où je vis, dans le Vaucluse, mais je travaille dans la Drôme, donc, sur le site de Tricastin. Juste quelques mots, pas forcément pour me présenter, mais pour vous dire que lors de cette campagne, en tant que candidate, j'ai été interpellée sur une question qui préoccupe notamment les nouvelles générations, les jeunes générations, c'est comment répondre à l'urgence sociale tout en conciliant effectivement notre lutte contre le réchauffement climatique qui, de manière avérée, va se générer dans les prochaines années. Donc, nous avons des réponses. Vous en avez apporté énormément ce soir au travers donc, du renforcement des services publics. C'est vrai aussi sur la question du transport en mettant en place le ferroutage pour les marchandises, mais aussi les transports collectifs. C'est vrai aussi dans l'énergie et j'y reviendrai. Mais les services publics sont aussi un levier formidable d'attractivité pour les entreprises. On ne le fait pas assez savoir. Et comme nombre de nos camarades le disaient ce matin, relocaliser la production manufacturière dans nos territoires, c'est aussi lutter contre le réchauffement climatique. On pourrait économiser jusqu'à 2 tonnes par an de CO2 et par habitant, juste en le permettant, alors que notre PIB, vous le disiez tout à l'heure, pour la production effectivement industrielle est bien au-deçà de 10%. Et effectivement, économiquement, le pays s'affaiblit et les emplois se détruisent. Et l'industrie, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'emploi, c'est 3 à 4 emplois induits dans les services et le commerce, et ça permettrait de dynamiser l'ensemble des territoires semi-ruraux, ruraux, et je pense que nous avons beaucoup encore à faire et à défendre dans ces batailles-là. Sur la question de notre service public, celui de l'énergie, mais plus particulièrement celui de l'électricité et du gaz, EDF, Électricité de France, donc dernière entreprise de service public dite intégrée. Donc on annonce effectivement son démantèlement les prochains mois, les prochaines peut-être années, alors que jusqu'à présent elle a fait la démonstration de son efficacité au service des usagers, et on dit encore, y compris dans les enquêtes d'opinion, vous y êtes attachés en tant qu'usagers, et les salariés aussi la défendent, cette entreprise. C'est le cas de mes camarades qui sont sur les barrages hydroélectriques, qui voudraient donc nous priver, voudraient effectivement se les accaparer, un peu comme à l'image de ce qu'on a vécu au travers des concessions autoroutières. Donc l'or bleu de l'électricité, la seule énergie stockable, donc, et fait effectivement l'objet de toutes les attentions effectivement de la part de nos adversaires de classe. Donc nous investissons dans cette bataille. Nous avons aussi mené des luttes en local jusqu'au Parlement européen. Et je voudrais juste terminer sur cette question, puisque souvent, dans le cadre de cette campagne, nous avons rencontré parmi nos concitoyens des amalgames entre la Commission européenne, qui est une commission autocratique et qui décide effectivement en fonction des éléments de lobbying qui lui sont remontés, et le Parlement, où notamment le parti de la gauche européenne a pu mener un certain nombre de batailles sur les questions. C'est le cas par exemple sur la directive du rail, où effectivement la directive, après de 20 voix, a failli être, un camarade de chez nous, certainement là-bas au fond, a failli être mise en échec. Donc le 26 mai, chaque voix comptera pour le camp
des gens et pas celui de l'argent. Marie-Hélène, elle vient du Nord, des Corons, de la patrie de Maurice Thorez, de Martha Desrumeaux. Elle ne vient pas des Hauts-de-France, elle vient du Nord. Parce que Marie-Hélène, elle dit le capitalisme, elle ne dit pas le libéralisme. Marie-Hélène, elle dit des licenciements, elle ne dit pas des plans sociaux. Elle dit lutte de classe, elle ne dit pas partenaires sociaux. Elle ne joue pas les starlettes, elle ne met pas des lunettes de soleil. Elle ne pose pas pour les magazines, enfin je crois pas. Elle travaille, ou plutôt elle travaillait en usine. Depuis quelques jours, si l'exceptionnelle mobilisation qui s'est mise en place autour de Yann Brossat et de toute notre liste se poursuit et s'amplifie, elle sera la seule élue femme ouvrière française de l'Assemblée européenne. Alors nous sommes très fiers de l'accueillir ce soir à 900 km de Lille, mais à 5 km seulement de l'île sur la Sorgue. Marie-Hélène, je vais te poser une première question. Tout le monde n'a pas vu Merci Patron. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est très amusant et en même temps c'est terrible. C'est monstrueux et amusant à la fois. Et nous sommes bien loin de la terre de tes combats. Parce que ta présence sur cette liste, qui est une liste de l'humain d'abord, n'est pas un accident. Nous voudrions que tu répondes à deux questions essentielles. Qui es-tu et quel a été ton chemin? Alors, je m'appelle Marie-Hélène, tout le monde le sait. D'abord, je voudrais dire bonjour à toutes et tous et merci de m'accueillir dans le Vaucluse. Je n'étais jamais venue dans le Vaucluse, hein, vous voyez. Donc, comme je le dis, Marie-Hélène, j'ai travaillé à l'âge de 16 ans à l'usine. J'ai été embauchée parce que mes parents étaient décédés, on n'a pas eu le choix, il a fallu travailler. Donc je m'étais présentée et puis j'étais embauchée tout de suite, quoi, parce qu'il manquait quelqu'un. Donc j'ai rentré à l'usine, je croyais repartir et puis non, ils m'ont dit bah, si tu veux travailler, allez, travaille. Donc j'ai travaillé à 16 ans, j'étais presseuse en confection, donc on fabriquait des costumes, à ce temps-là c'était pour Yves Saint Laurent, Pierre Cardin. Et peut-être 3-4 jours après, il y avait une grève. J'ai dit, alors, bon, moi j'attends, la copine a dit allez, il faut descendre à la cantine, il y a grève, bon, d'accord. Donc j'ai fait grève alors que j'étais même pas encore embauchée parce qu'il fallait attendre une semaine pour être embauchée. Et puis, bon, lundi, je demande quand même à ma chef s'il fallait rentrer, s'il fallait que je revienne. Elle me dit bah oui, pourquoi? Comme j'avais fait grève, j'ai dit alors ils vont me foutre le cours, mais non. Ils ont regretté après. Hein. Donc j'ai été embauchée comme ça rapidement et j'ai été syndiquée la semaine d'après parce que j'ai pris ma carte vu qu'on avait fait grève. Et puis quand on sortait à l'usine, je voyais toujours les camarades du Parti communiste distribuer des tracts tous les vendredis. Ils venaient tous les vendredis, distribuer des tracts. Et puis ils vendaient Liberté. Nous, notre journal du Nord, c'est Liberté. Et ils vendaient Liberté, et je me suis cartée à l'âge de 18 ans. C'est comme ça que j'ai milité rapidement. Quelques mots aussi, parce que tu as parlé d'Yves Saint Laurent, etc., de cette expérience que tu as vécue comme presseuse, et puis de tous les aléas qu'il y a eu. Tu as quand même participé, travaillé dans une boîte qui marchait bien et qui a fini par être délocalisée. C'est vrai que notre boîte, elle marchait bien. Hein, et puis, dans les années 80, il y a eu beaucoup de délocalisation dans le textile habillement. Hein. Marie-Hélène le sait parce qu'elle a vécu ça aussi. Donc, on a changé de patron. On a eu De Vaux et on fabriquait des costumes pour Kenzo, Givenchy. Donc c'était de la sous-traitance et on travaillait pour Bernard Arnault. Donc un costume, ça valait 1000 €. Et notre salaire était guère plus mieux, c'était 1000 € par mois. Moi j'ai toujours été au SMIC pendant des années. Et notre usine a été délocalisée en 2009. Elle est partie en Pologne. Donc on a été voir aussi les ouvrières polonaises parce que nous, on n'était pas en colère contre les ouvrières polonaises, on était en colère contre les patrons qui délocalisaient. Et on leur a dit que dans peu de temps, eux, ils veulent être trop chers. Donc, ils vont aussi être délocalisés. Bon, ils n'ont pas tellement bien comprise ou ils ont dit elle est carrément barjo, cette fille-là.
Et un an après, c'est parti en Bulgarie. Et les Bulgares, alors les Polonaises gagnaient 350 € et les Bulgares 150 € par mois. Vous voyez? Donc on a combattu, hein, faut pas croire qu'on ne s'est pas battu pendant des années. On a eu des combats très durs hein, dans le textile. Nous, on était des combattantes. On était beaucoup de femmes à l'usine. On était 1000 salariés. Et il y avait une dizaine de mecs. Hein. Mais la plupart, c'était des femmes. Beaucoup de femmes précaires, beaucoup de femmes seules, avec des enfants, ou alors les maris ne travaillaient pas non plus, ou beaucoup de veuves aussi. Et je peux croire qu'on avait un noyau très dur dans le combat. Même quand on faisait grève des mois entiers, eh ben, elles faisaient grève. Hein. Et pourtant, vous savez, ils n'avaient rien à manger pour leurs enfants. Hein. Les femmes, c'était des lutteuses. Hein. Et je les salue aujourd'hui parce qu'elles étaient très fières de lutter à mes côtés. Ici, on reçoit quand même la télé, et puis les bras, et puis un certain nombre de médias, même si on est très loin. Hein, parce que France et nous, on est les bas de je sais pas quoi. On sait que tu es aussi bénévole des Restos du Cœur, que tu es gilet jaune, ou en tout cas que tu vas avec les gilets jaunes de ton coin, et ça peut surprendre, ou ne pas surprendre d'ailleurs, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu mélanges tout ça, comment tu concilies tout ça? Bah, en fait, oui, c'est vrai que je vais au Resto du Cœur 2 fois par semaine, le lundi et mardi. J'y vais moi parce qu'il y a la campagne, mais tous les semaines, je les salue quand même. Je passe pour les saluer 2-3 minutes, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais au Resto du Cœur, il faut voir la misère qu'il y a. Il y a beaucoup de retraités, et le retraité, quand il parle, ils me disent qu'il gagne 800 €, 600 € de retraite. Alors, ils viennent au Resto du Cœur, et quelquefois, ils me disent: j'ai eu du mal à franchir la porte. Parce qu'ils ont leur fierté aussi. Hein. On voit beaucoup de misère, beaucoup de jeunes qu'on ne voyait pas, mais beaucoup de jeunes. Alors on a eu un petit couple, c'était l'année dernière, ouais, pendant l'hiver en même. Alors on parle, tout ça, puis ils ne voulaient pas de salade, tout ça. Alors je ne sais pas comment ça se fait que tu ne manges pas de salade, c'est pas normal. Elle me dit: bah oui, mais on vit dehors. Donc on ne peut pas mélanger la salade, tu vois. Ils vivaient dehors. Non mais... Des jeunes, ils avaient... alors, ils avaient un chien aussi, donc c'était pas marrant, quoi. Donc on était à la mairie, on a réclamé un logement, on a bien eu du mal à avoir un logement, c'est aussi une mairie de droite, hein, donc ils vivaient dans les remparts, parce que nous on a des remparts chez nous à Le Quesnoy. Ils vivaient dans les remparts, donc ils ne pouvaient pas faire de feu, parce que les voisins vous se pétaient, enfin il n'y avait même pas de voisins, mais ça gêne tout le temps les gens, ils ne pouvaient même pas faire de feu. Donc je les ai logés un peu chez moi, parce que bon, on ne pouvait pas les laisser dehors quand même, et puis après on a quand même trouvé un logement avec les assistantes sociales, tout ça. Et des jeunes, hein, ça fait mal au cœur, ça aurait pu être nos enfants. Et aussi, tu parlais des gilets jaunes, bah oui, là aussi il y a la misère, c'est des... Alors ils faisaient les ronds-points, alors je dis un jour, je vais quand même y aller, moi, la CGT, merde, je dis, c'est pas possible qu'on n'y va pas. Donc j'y suis allée avec mon badge CGT, et au début, il me regardait, il me dit: bah oui, mais il faut enlever ton badge CGT. Je dis: comment ça? Je dis: moi, j'ai quand même pas attendu de mettre un gilet jaune pour me battre, ça fait des années que je me bats pour le pouvoir d'achat, pour... ah oui, mais non, on est sans étiquette, on n'a pas de parti politique. Bon, j'ai discuté avec eux, et finalement, ils m'ont accepté, et on fait souvent des petites opérations coup de poing, parce qu'ils restaient sur le rond-point, mais bon, je dis, restant sur le point, ça ne va pas changer les choses. Hein. Donc on a fait des petites opérations coup de poing, et maintenant, quand ils font des petites opérations, parce qu'ils décident, hein, quand même, ils m'appellent, ils disent: Marie-Hélène, t'es où? Parce qu'on fait une opération, hein. Bon, bah, j'arrive. Voilà, ça s'est fait comme ça, avec les gilets jaunes. De Macron qu'il devrait sortir de temps en temps pour voir la réalité. Alors tu viens de nous en parler un petit peu de la réalité, mais cette réalité que tu vois là dans le Nord et que tu vois là, pendant toute cette campagne, elle n'est pas très souriante. Bah non, quand on fait le porte-à-porte, parce que on me dit: t'es bronzé, mais à force de faire la porte, on a bronzé. Hein. Moi je parle comme ça, mais bon. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de porte-à-porte, et croyez-moi, la misère, elle existe. Hein. Il faut ouvrir la porte pour la voir vraiment. Et c'est vrai que Macron, dans son palais à l'Élysée, à Jupiter, il ne voit pas toutes ces choses-là.
Alors si, il dit qu'il voit, hein, mais bon, il voit rien du tout. Il est sourd, il voit rien. Voilà, il voit ce qu'il veut, mais bon, la misère, elle existe. Beaucoup de gens vivent. Là, alors il y a une dame, l'autre jour, j'ai ouvert la porte, tout ça, enfin elle a ouvert la porte, et elle a ouvert son frigo, parce qu'à force de dialoguer, il n'y avait rien dans le frigo. Rien du tout. Une dame d'une quarantaine d'années, et elle avait 2 enfants. Hein. C'est ça la misère. Hein. Donc c'est vrai qu'il devrait sortir de temps en temps pour voir ce qui se passe, vraiment la réalité. D'accord. Ah oui. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire quand tu fais un constat qui est un constat désespérant de la situation que vivent. Ah oui, parce que les gens, le 15 du mois, ne savent plus remplir leur frigo. C'est ça la réalité. Les gens, même en travaillant, on a même rencontré un jeune homme qui dormait dans sa voiture en travaillant. Bah parce qu'on a tapé au carreau, il dormait. Alors j'ai tapé au carreau, j'ai dit, il y a un malaise, il y a quelque chose. Mais non, il dormait dans sa voiture. Alors il a ouvert le coffre. Alors il y avait tout ce pour faire à manger, quoi. Enfin, ce qu'il pouvait faire à manger. Non mais c'est grave, hein. Et il travaillait, hein. Oui, mais ça ne suffit pas à payer. Bah, il ne pouvait pas payer le logement, non. Alors justement, parce que là tu parles d'une expérience très pratique finalement, qui est quelqu'un de terrain, et c'est important, tu ne restes pas dans les idées seulement. Et tu vas te retrouver, parce qu'on y croit, tu vas te retrouver demain élu à Bruxelles. Tu vas appartenir à un groupe qui a des propositions, qui a toute une politique, hein, on en a entendu beaucoup. Ouais, des progressistes, tout ça. Mais toi, Marie-Hélène Bourla, à quoi tu vas t'attacher particulièrement? Parce qu'on sait que les élus, ils ne peuvent pas s'intéresser à tous les sujets, combattre sur tous les sujets, c'est un rôle trop énorme. Alors tu as envie, à cette Assemblée européenne, de travailler sur quel sujet, de mener quel type de combat? Bah, mon premier combat, ça serait de combattre sur un SMIC européen déjà. Mais bon, pas basé sur le bas, parce que comme le veut l'oiseau, elle veut à peine 900 €. Hein. Nous, on veut un SMIC européen qui ce serait 1400 € déjà pour commencer. Et parce que il y aurait moins de bonne piste sociale, c'est-à-dire que les Polonais, ils ont le droit aussi de vivre correctement, comme les Bulgares, comme les Roumains. Pourquoi, eux, ils gagnent 400 €, 150 €? Donc il y aurait moins de délocalisation aussi à faire ça. Hein. Donc c'est ça qui n'est pas normal. Donc je me battrai, enfin pas tout seul, hein, on a un groupe au Parlement européen, il y a un groupe qui se bat, pour les mois il se bat. Hein. Les 23 voix, c'était 23 voix pour le ferroviaire. 23 voix qui manquaient, donc c'est qu'ils se battent. Hein. Donc on se battra ensemble pour un vrai SMIC européen. Mais par le haut. Et aussi, nous nous battrons, parce que ça, pour que les migrants, enfin j'aime pas appeler migrants parce que c'est des gens qui fuient la guerre, il faut aussi que la France et l'Europe les accueillent correctement. C'est pas normal que la Méditerranée est un cimetière pour ces gens-là. Tu as une colistière qui s'appelle Mariam Majidi, qui a coutume de dire qu'il ne faut pas utiliser le mot migrant. Non. Elle est venue d'Iran, dans des circonstances difficiles. Ses parents avaient été persécutés du temps du Shah, et ils ont été persécutés du temps de Khomeini. Forcément, c'était des communistes. On oublie très souvent qu'en Iran, il y avait un parti communiste très important et que sa liquidation suite à un coup d'État fomenté par la CIA a fait que c'est les islamistes durs qui ont émergé comme une grande force, alors que le parti fondé avait plus de 400 000 membres. Et Mariam Majidi, ce qu'elle dit, il faut parler de réfugiés. Oui. Il faut parler de réfugiés. Mais quand on y pense, à Velleron ou ailleurs, combien de gens qui ont un nom portugais, comme notre camarade Gonçalves, qui n'a pas oublié d'où venaient ses grands-parents, combien de gens ont un nom italien, yougoslave, espagnol, parce que c'était déjà pour la plupart des réfugiés, et certains étaient des réfugiés économiques, ce n'étaient pas toujours des réfugiés politiques. Donc c'est très important que tu le dises, parce que certains disent, vous perdez des voix avec ça, il ne faut pas en parler. Eh bien, nous on en parle. Nous on en parle parce qu'il faut être clair, on n'oublie pas qu'être communiste, c'est pas être nationaliste. C'est aussi vouloir que les autres peuples puissent profiter, bénéficier de ce que nous demandons pour nous. Tu m'excuses. Il faut les accueillir dignement.
on est tous des réfugiés, on ne sait pas d'où on vient en plus. Hein. Alors justement, toi qui es à la frontière, enfin pas loin de la frontière belge, où il y a notre petit camarade Muliez, le Mulier, c'est-à-dire Auchan et tout ce qui va avec, qui annonce les fermetures de supermarchés, tu connais très bien cette politique des grands groupes industriels ou commerciaux. Beaucoup de gens la dénoncent en parole. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, qu'est-ce que vous entendez faire au niveau de l'Assemblée européenne pour lutter contre ces fraudes, ces délocalisations, cette fuite de capitaux? Est-ce que vous avez des solutions? Oui, c'est vrai qu'il faut se battre contre l'évasion fiscale, ça c'est sûr. Et il faut aussi, parce que nous, on nous prélève nos impôts à la source. Pourquoi pas prélever à la source ces capitaux? Ils savent bien le faire pour nous, pourquoi ils ne savent pas le faire pour l'Europe? Parce que ça, c'est une question essentielle. Ça, c'est une question essentielle. Et aussi, la Banque centrale européenne, elle a aidé les petites banques privées. Hein. Aujourd'hui, quand vous êtes à découvert, vous payez encore des agios. Ça, déjà, ça, c'est pas normal. Et alors, je crois que c'est 3 000 milliards. Pourquoi ils ne s'en servent pas pour les services publics? C'est ça aussi. Donc, il va falloir se battre aussi contre ça. Yann Rossa a déclaré hier soir aux journalistes du Figaro, ou avant-hier soir, qui était resté comme deux ronds de flanc. Honnêtement, je pense que Yann fait une campagne superbe et très argumentée, qui ne se laisse pas démonter. Et effectivement, c'est une proposition capitale. Alors, je vais te poser une dernière question, parce qu'après, ce qu'on va vous proposer, c'est de se diriger vers le coup à boire et le petit coup à manger, et vous pourrez poursuivre avec Marie-Hélène, avec Virginie, avec Mina, avec les candidats. Oui, les candidats, il n'y a que des femmes. Vous noterez quand même que ce soir, c'est une soirée femme. Mais vous pourrez poursuivre cette discussion de façon moins formaliste autour d'une boisson ou autre. La question que je veux te poser, Marie-Hélène, c'est qu'on a l'impression que quelque chose se passe dans cette campagne. Enfin, nous, on a cette impression. Nous qui préparons, qui collons, qui distribuons, enfin, les militants, etc. On a l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette campagne. Il y a beaucoup d'enthousiasme et il y a beaucoup de militantisme. Toi qui as connu, comme les cerisiers de Ferrat, on a pu vous dire que je suis obsédé par Ferrat, c'est vrai. Toi qui as connu, comme les cerisiers de Ferrat, des printemps pourris, sans jamais retourner ta veste, comment tu l'as vu cette période-là, depuis quelques mois, notre congrès, il faut bien le dire, et puis cette façon dont on s'est engouffré dans cette campagne? Il y a une dynamique aujourd'hui dans cette campagne que je n'avais pas vue depuis quelque temps. Et c'est vrai qu'on avait oublié le monde ouvrier. Et on le ressent aujourd'hui dans cette dynamique. Les camarades, moi j'ai fait un peu le tour de la France, hein, et tout le monde est au taquet. Ils collent, ils font des porte-à-porte, ils tractent, ils font des meetings, remplir des meetings, ils sont remplis les meetings, on n'avait jamais vu ça depuis quelque temps. Hein. Et les camarades, ils sont enthousiasmés. On a retrouvé un parti communiste qu'on avait perdu depuis quelque temps. C'est vrai que ça faisait 11 ans aussi qu'on n'avait pas eu d'élection, hein, qu'on était un peu... Enfin, on n'avait pas de candidat. On avait des élections, mais on n'avait pas de candidat. Et aujourd'hui, le Parti communiste retrouve des couleurs. Je trouve que le rouge est de plus en plus rouge. Et moi, je suis très fière d'être dans cette liste parce que je suis une militante de base. Hein, je n'avais jamais été dans une liste comme ça. Je faisais, moi comme vous, je tractais, je collais. Je colle corps. Hein, quand je vois dans mon village que Dupont-Feignant colle, je recolle. Hein. Aussitôt, je recolle. Hein. Et je continue le porte-à-porte, on en fait régulièrement. Et moi, je suis heureuse de retrouver un parti communiste comme je l'ai connu dans le temps. Du passé, faisons table rase.